Vidéo numéro 166. Tension de Hubble. C'est grave, docteur? Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je fais un point rapide sur cette question dont vous entendez parler depuis déjà quelques années. Vous verrez que c'est un domaine de recherche où l'extrapolation est raide. Et ma conclusion ne fera que confirmer ce que je dis dans mes vidéos depuis des années, à un point que je n'imaginais pas avant de commencer mon enquête. 1. Rappel sur H0. En 1929, après une longue série d'observations en collaboration avec Milton Humason, l'astronome Edwin Hubble mit en évidence que la lumière en provenance des galaxies lointaines subit en moyenne un décalage vers le rouge proportionnel à leur distance. En supposant que cela provient d'un mouvement de la source, par effet Doppler, on en a déduit que, en moyenne, les sources s'éloignent de nous d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Après une étude graphique, on a conclu à l'équation V égale H0U, où U est le vecteur position de l'objet lointain par rapport à nous, et V sa vitesse de fuite. H0 est ce qu'on appelle la constante de Hubble, qui s'exprime en km par seconde par mégaparsec. Au point de vue dimensionnel, c'est l'inverse d'un temps. Un parsec vaut environ 3,25 années-lumière. Un mégaparsec est donc une distance immense, typique de l'écartement de deux galaxies proches comme la Voie lactée et la galaxie d'Andromède M31. On peut voir facilement que l'hypothèse de proportionnalité vectorielle de la vitesse de fuite à la distance s'étend automatiquement par linéarité pour une observation à partir d'un point quelconque. Elle entraîne que l'éloignement de deux galaxies distantes, positionnées en des points respectifs x1 de t et x2 de t, augmente d'une façon exponentielle en fonction du temps, selon la formule distance de x1 de t et de x2 de t égale exponentielle de h0 facteur de t-s, distance de x1 de s et de x2 de s, pour t supérieur ou égal à s. Cependant, il faut bien comprendre que cette formule résulte au départ d'une hypothèse non vérifiable, consistant à dire que le déplacement réel des galaxies a lieu dans la direction radiale, car tout ce que nous pouvons mesurer par effet Doppler est justement la composante radiale du déplacement. 2. Facteur d'échelle et constante de Hubble. En fait, l'équation précédente est valable seulement quand t est proche de s. Pour plus de précision, on a introduit, en fonction du temps t, un facteur d'échelle petit a de t qui mesure la dilatation ou la contraction des distances en fonction du temps. Cela s'exprime par la formule grand D de t égale petit a de t grand D0, où grand D0 est la distance actuelle de deux points de l'espace et grand D de t leur distance à l'instant t. Donc, dans le passé, a de t plus petit que 1, et dans le futur, on aura a de t plus grand que 1. La constante de Hubble généralisée est la dérivée logarithmique h de t égale a' de t sur a de t. Le cas où h de t est une constante correspond à une dilatation exactement exponentielle en fonction du temps. Mais la croissance très rapide des distances dans la période d'inflation, près du Big Bang, suggère que dans le passé, grand H de t a pris des valeurs très supérieures à la valeur actuelle grand H0. 3. Ce qu'on suppose sur le facteur d'échelle. On pense depuis longtemps que grand H de t est strictement positif et décroissant en fonction du temps, tandis que A de t est évidemment toujours croissant, puisque H' égale HA. Jusqu'ici, les observations n'ont pas contredit cette hypothèse. On a cherché à deviner la variation de petit a et grand H à partir de l'équation de Friedmann-Lemaitre, qui semblait indiquer que petit a est concave. Mais des observations montrant qu'au contraire, petit a de t est convexe dans le passé récent ont conduit à l'hypothèse de l'énergie noire. Ces observations restent compatibles avec une décroissance de grand H de t, mais elles seraient plus lentes que prévu dans le passé récent. 4. Mesure de H0 et tension de Hubble. Plusieurs méthodes permettent d'estimer H0. Les deux principales sont la mesure directe de la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres
et l'observation du rayonnement diffus cosmologique. Ces deux méthodes aboutissent à des valeurs incompatibles, et c'est ce qu'on appelle la tension de Hubble. 73 km par seconde et par mégaparsec pour la première méthode, et 67,7 pour la seconde. On nous dit que la première méthode pourrait souffrir de biais observationnels liés aux difficultés rencontrées dans l'estimation des distances entre les galaxies. 5. Le poteau rose. J'ai voulu en savoir plus, car j'avais du mal à comprendre comment l'observation du fond diffus cosmologique pouvait donner une information sur H0, qui est une quantité associée au présent. Il s'avère qu'on a fait des hypothèses sur la variation de H de t et que ceci permet d'évaluer H0 à partir de mesures relatives au passé lointain. Et là, il y a de quoi halluciner. Non seulement on a introduit un H0 uniforme dans tout l'espace, à partir de mesures assez aléatoires, puisqu'elles peuvent être perturbées par les déplacements individuels des galaxies proches par rapport à l'espace qui gonfle, mais maintenant, on fait confiance à des formules d'origine obscure pour prétendre qu'on connaît l'histoire de H de t sur 13,8 milliards d'années. Et oui, c'est grave. Comme pour les maladies humaines, ce qui est important ici, ce n'est pas le symptôme qu'on appelle tension de Hubble, mais ce que le symptôme révèle. C'est la confiance incroyable qu'on accorde à des extrapolations arbitraires portant sur des choses beaucoup plus compliquées que la constante qu'on a voulu évaluer. Et on remet en question la première méthode, basée sur des observations directes, au lieu de questionner les modèles globaux d'un espace-temps dont on n'a pu observer que quelques milliardièmes. Où est passé le bon sens cher à René Descartes? Qu'en pensez-vous?